recevoir chez vous pour vous informer. Il est 12 heures à Bamako, même heure à Sibi et 40 dans les Mandés. Mise en onde Adama Diarra numéro 2, présentation Oumar Enza Traoré. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, les usagers maliens ont encore quelques jours pour identifier leur carte SIM appelée puce auprès des opérateurs de téléphonie mobile. L'objectif de cette opération est de garantir la sécurité, prévenir les fraudes et protéger les utilisateurs des réseaux de télécommunications. On en saura plus dès l'ouverture de cette édition. Le Mali, à l'instar des pays de l'AES, tend vers la digitalisation des services publics. Pour ce faire, l'entreprise Rationalisation et l'intégration des technologies modernes s'engage à développer des solutions informatiques pour les entreprises publiques et privées. Des détails à suivre au cours de ce journal-là. À l'international, l'ex-première dame ivoirienne Simone Eive Bagbo est désignée candidate à la présidentielle par son parti. Cheikh Amadou Diarra sera en direct dans ce studio pour le développement de la page Inter. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de cette édition. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Et tout d'abord, cette nouvelle pour démarrer ce journal lancement hier au Centre international de conférence de Bamako, CICB, du bazar diplomatique, un cadre créé pour promouvoir la découverte des différents peuples des pays accrédités auprès de notre pays. 25 pays ont répondu à l'appel de la communauté diplomatique présente au Mali. Le lancement des activités s'est déroulé sous la présidence du ministre en charge des Maliens de l'extérieur, représentant son collègue des Affaires étrangères. Il avait à ses côtés le ministre en charge de la Culture. Comme annoncé au sommaire de cette édition, nous sommes à quelques jours de la fin de l'opération de l'identification des cartes SIM appelées puces. Cette initiative prise par les opérateurs de téléphonie mobile, en l'occurrence Orange, Malitel et Télécel, vise à garantir la sécurité, prévenir les fraudes et protéger les utilisateurs des réseaux de télécommunications. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Adam Kone. Nous sommes dans une des agences de Bamako, précisément à l'hippodrome. Une immense foule fait la queue. Ils sont tous là pour un seul but, l'identification de leur carte SIM. Oumou Traoré, cliente. Nous sommes là seulement, on ne nous dit rien. Nous sommes rentrés, ça fait plus de 2 heures du temps. On n'arrive pas à nous. S'il y a des logiciels, mais on ne sait pas comment faire. Moi-même, je suis inscrite, mais je ne sais pas si ça a été pris en compte ou pas. Cheikh Kone, client. Ils nous ont demandé d'identifier nos cartes SIM avant qu'elles ne soient plus opérationnelles. Nous sommes là depuis longtemps, mais je ne constate aucune avancée. Depuis le matin jusqu'à 15 heures, nous sommes en train de faire la queue. C'est ce problème qu'on a ici. Alou Sissé, responsable d'agence, nous explique les procédures de l'opération vedette du moment. La première, c'est de se rendre sur notre application Maxit. Vous avez la partie en bas où qu'on appelle ma ligne. À partir de ma ligne, vous avez identification Nina. Là-bas, vous pouvez identifier vos 3 numéros sur l'application. Vous avez la possibilité de le faire sur le site. Sur n'importe quel navigateur, vous avez accès à ce site et vous pouvez vous identifier là-bas aussi. Nous avons recruté des jeunes qui font le porte-à-porte dans les services. Les quartiers permettent d'identifier les clients. Un processus bien validé par Abdul Barayogo, un client dont tous les business reposent sur sa carte SIM. Mon fils m'aide beaucoup dans mon travail. Je vends des habits en ligne, des chaussures. Je le fais personnellement pour moi, pour ne pas qu'il coupe et que mon travail soit à l'arrêt. Faut-il le rappeler, ce processus d'identification des pistes est une mesure clé pour renforcer la sécurité et la régulation du secteur des télécommunications au Mali. Direction le mémorial Modibo Keïta qui a servi de cadre pour la tenue du Forum Nation des jeunes sur l'accessibilité des services de sécurité et de justice au Mali. Cette rencontre des professionnels de la sécurité et de la justice est une occasion pour réfléchir et débattre des sujets. Le thème retenu pour ce forum est Engagement jeunesse pour un avenir juste. Astan Diakté est allé chercher à savoir comment les jeunes peuvent contribuer à la sécurité et à la restauration d'une justice équitable. Suivons.
Conférences, panels et échanges ont rythmé ces forums, permettant de partager des idées et de proposer des pratiques concrètes pour renforcer la sécurité et la justice dans les pays. Salifou Touré, au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Les jeunes doivent être renseignés, ils doivent être informés sur leur rôle, que ce soit les questions judiciaires, les questions sécuritaires, qui sont d'ailleurs indissociables. Nous les formons pour qu'ils sachent comment participer, pour qu'il n'y ait pas de représailles contre eux, pour qu'il n'y ait pas autre chose néfaste qui peuvent les guetter en leur donnant des techniques de participation. Ibrahima Amadou Maïga, secrétaire général du réseau national pour l'éveil démocratique et patriote, René Dep. Ce forum de 2 jours est organisé par 3 organisations de la société civile. C'est organisé dans le cadre du volet engagement jeunesse du programme JAS Futur, un programme de plaidoyer qui vise à contribuer à l'amélioration des services de sécurité et de justice. Pour les participants, ce forum représente une véritable opportunité. Yassana Koudjo, participante. Moi étant jeune, je peux assurer la sécurité en participant à des forums et en sensibilisant les autres jeunes comme moi à s'engager pour combattre à côté de la justice. Car on est jeune, on ne peut pas rester à la maison ou bien se mettre à l'écart que vraiment l'affaire de justice, ça ne me regarde pas. La justice, ce n'est pas seulement l'affaire des autorités. Youssoufou Touré. En matière de sécurité, nous pouvons être des points focaux d'information, de collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Maintenir une collaboration saine. Parce que nous jeunes, nous pouvons avoir aujourd'hui beaucoup d'informations, mais il faut vérifier les informations. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, on se donne des pratiques de partager tout, alors que sans savoir que nous sommes en train de contribuer à l'insécurité et à l'injustice. Salifou Touré, participant. Ça permet aux jeunes de s'enquérir des réformes qui sont en cours dans le pays et aussi de savoir qu'ils ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ils ont aussi un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation. Ils ont aussi un rôle à jouer dans la formation et la sensibilisation des autres jeunes. Ce forum marque un pas important vers une mobilisation des jeunes pour bâtir un avenir équitable et promoteur au Mali. À présent, nous nous intéressons à la problématique des jeunes diplômés sans emploi. En effet, Moussa Samaki est un jeune diplômé en journalisme et communication. À la recherche d'un emploi, il se bat pour décrocher son premier contrat de travail. Découvrons ensemble le quotidien de ce jeune diplômé en quête de stabilité professionnelle dans ce reportage signé Issa Dao. Moussa Samaki est un jeune diplômé en journalisme. À 25 ans, il effectue un stage non rémunéré dans une agence de presse de la place. Moussa Samaki, jeune diplômé sans emploi. Moi, quand même, je commence ma journée à 8 h chaque jour. Je suis stagiaire ici depuis 6 mois déjà et les journées sont hyper chargées. Rédaction d'articles, préparation d'interviews, couverture d'événements chaque jour. J'apprends beaucoup, mais je ne suis pas payé. Moussa est passionné par son métier, mais comme beaucoup de jeunes diplômés, il fait face à la précarité. Son stage non rémunéré est une opportunité de développer ses compétences, mais il doit jongler avec d'autres réalités. Après le travail, je rends visite à la maison, le soir d'aider ma maman. C'est compliqué, mais la vie est faite ainsi et je n'ai pas le choix. Il faut se battre. Je n'ai pas de revenus non plus et parfois je pense à tout arrêter, chercher autre chose. Mais je me dis qu'il faut se battre. Quand je couvre un événement ou que je vois un article publié, je me rappelle pourquoi je suis là, d'où l'importance de viser l'objectif. Moussa, comme beaucoup d'autres, se demande quand son investissement portera ses fruits. Il voit des amis décrocher des postes mal rémunérés et d'autres renoncer à leur passion par nécessité. Je crois au potentiel du journalisme. On dit souvent que les médias doivent être la voix du peuple. Alors si je peux jouer un rôle aussi minuscule que soit-il, c'est important, mais ça ne devrait pas coûter autant de sacrifices. Les jeunes comme Moussa incarnent le courage et l'espoir d'une génération, malgré les défis. Une génération en quête de reconnaissance et d'un avenir meilleur. Pour lui, chaque article écrit, chaque reportage couvert est une pierre à l'édifice de son rêve. En attendant, il continue de se battre et de croire en des lendemains meilleurs. Oui, bonne chance à tous les jeunes diplômés sans emploi. Nous sommes le 1er décembre 2024, une date historique marquant le 80e anniversaire de la commémoration du massacre de Thiaroye.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 1er décembre 1944, un massacre a été commis par les troupes coloniales et les gendarmes français et des gendarmes français à l'encontre de tirailleurs africains qui réclamaient seulement le paiement de leurs primes de guerre dans le camp de Thiaroye au Sénégal. 8 décennies après, Amadou Sankari revient sur les faits suivant son enquête. Au lendemain de la libération de la France, le pays de Napoléon, sentant la colère des tirailleurs sur leurs conditions de vie pas enviables, décide rapidement de rapatrier ses héros noirs au bercail. C'est ainsi que le contingent des tirailleurs libérateurs de France accoste à Dakar le 21 novembre 1944. Ils sont démobilisés à 15 km de là, au camp de Thiaroye. Colonne numéro 1, en effet, les Français, pour ne pas avoir à payer les tirailleurs de leur indemnité de service, font venir la veille de leur arrivée des automitrailleuses dans le camp de Thiaroye. Dans le secret de la nuit, les officiers français ouvrent feu sur les tirailleurs sans défense et font des centaines de morts. Hamidou Tunkara, historien. Ils ont été exécutés pour avoir réclamé leurs droits, c'est-à-dire leurs indemnités et le versement du pécule. Seuls quelques-uns survécurent. La version officielle selon les bourreaux porte à croire qu'il s'agissait d'une mutinerie. Les tirailleurs ont été rassemblés sur l'esplanade du camp de Thiaroye. Ils ont tiré les premiers et les officiers français ont riposté. Les bilans officiels fait état de 35 morts et 35 blessés. Fin de citation. Hamidou Tunkara, historien, dément cette version. Ce massacre a été prémédité car il avait été promis aux soldats qu'ils recevraient leurs droits dès l'arrivée à Dakar. Pourquoi attendre qu'ils se révoltent d'abord? C'était pour avoir un prétexte. 80 ans après l'hécatombe, 202 sépultures sont visibles au cimetière militaire de Thiaroye-sur-Mer. C'est ce 28 novembre 2024 que l'État français dit reconnaître les faits. À ce jour, aucune réponse à la requête des familles des victimes qui ne demandent rien d'autre que l'exhumation des corps. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passé de 12 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec vous, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour. Bonjour, Oumar Enza Traoré. Bien installé, j'espère? Oui, ça va. Et le week-end? Ça se passe bien, alhamdoulilah aussi. Dieu merci. Alors, en ce 1er décembre, pour l'ONU-SIDA, le respect des droits de l'homme est essentiel dans la lutte contre le VIH-SIDA. Oui, le monde célèbre aujourd'hui, 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Le dernier rapport du Programme des Nations Unies sur le Sida, publié le 26 novembre dernier, dresse un constat aussi optimiste qu'alarmant sur l'avancée de la lutte contre le VIH à l'échelle mondiale. Discrimination, inégalité d'accès aux soins et crise économique qui freinent encore les avancées, rappelant l'urgence d'une solidarité mondiale. Ce sont là quelques points saillants du dit rapport. L'an dernier, 1,3 million de personnes dans le monde ont nouvellement contracté le VIH. Présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame ivoirienne Simone Eivey Gbagbo est désignée candidate par son parti. Simone Eivey, ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, est officiellement candidate aux prochaines élections présidentielles. Son investiture a été faite hier par son propre parti. Face à la presse, Simone Eivey, accompagnée des cadres de l'opposition, évoque la campagne présidentielle à venir. Elle a présenté ses priorités, notamment la réconciliation nationale à travers une amnistie, la souveraineté alimentaire, l'industrialisation ou encore l'instauration des services militaires et civiques obligatoires. Enfin, en RDC et précisément à Lubumbashi, l'opposition monte au créneau contre le projet de changement de la Constitution. Certains partis politiques de l'opposition de la RDC s'opposent fermement à toute modification de la Constitution. Cette contestation de l'opposition intervient après la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi à Lubumbashi, une localité du pays, concernant le changement de la Constitution. Pour les partis Ensemble pour la République, la situation sécuritaire ne permet pas de changer la Constitution. L'opposition entend désormais multiplier des actions de contestation partout dans le pays pour dire non au référendum et non au changement de constitution. Voilà, Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Bon dimanche à vous. Merci.
Sur tout autre sujet, le Mali, à l'instar des pays de l'AES, tend vers la digitalisation des services publics. C'est dans cette même optique que l'entreprise Rationalisation et l'intégration des technologies modernes s'engage à développer des solutions informatiques pour les entreprises publiques et privées. De sa création à nos jours, la jeune entreprise a pu développer 3 applications majeures au bonheur des Maliens. Immersion dans cette entreprise avec Suzanne Traoré. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. C'était là l'appel du président de la transition à l'occasion de sa rencontre avec la jeunesse le 1er juin 2021. Nous sommes justement à Bako-Djikoroni Golf, en commune 5 du district de Bamako, dans une entreprise dirigée que par des jeunes et décidément tournée vers l'éthique. Vous voyez un peu ces développements ici. RITM, comme son nom l'indique, rationalisation et intégration des technologies modernes, a pour fonction, selon Maïmouna Diakité, sa directrice générale, de transformer les administrations souvent critiquées pour leur lenteur et inefficacité en un modèle de créativité et de transparence. Nous accompagnons les entreprises et différentes structures dans la transformation digitale depuis 4 ans déjà. L'objectif visé, c'est aider les Maliens dans la révolution informatique et à mettre en place des logiciels qui seraient adaptés à leur structure. Nous sommes aussi en partenariat avec différentes structures et puis nos portes sont grandement ouvertes pour les formations. Promenons-nous un peu dans les locaux de la jeune entreprise. Nous voilà dans le bureau de Yacouba Diané, directeur technique de RITM. Habillé d'une chemise manche longue de couleur bleu ciel, il fait face à son ordinateur et semble être très occupé. Nous avons plusieurs applications développées au sein de l'ERIT, à savoir le SIRH, qui est le système d'information des ressources humaines, qui permet à des structures privées et publiques de gérer leurs emplois ou leurs fonctionnaires. C'est un système vraiment clé pour l'économie nationale. On a ensuite un deuxième système qui est le système informatisé de gestion des petites et moyennes entreprises. Et ce système permet d'avoir des statistiques réelles sur le contenu local. En plus de sa fonction de créer les applications, RITM forme aussi des jeunes filles et garçons pour une meilleure appropriation du monde d'éthique. Diarifa Sukuna, bénéficiaire. Les outils que j'ai le plus appris, ce sont les outils de développement d'applications, que ce soit en web et mobile. Donc il y a beaucoup de langages. J'ai eu aussi à avoir des attitudes de gestion de projet, comment rédiger des documents sur l'application qu'on va développer. Bakari Malé, partenaire des RITM. On a cherché des partenaires qui pouvaient redistribuer la solution et faire l'intégration de ces solutions et aussi pouvoir commercialiser cette application surtout dans l'AE. La création de nouvelles applications contribue à part entière à la digitalisation de l'administration qui est non seulement une nécessité mais aussi et surtout une opportunité pour le pays de répondre plus efficacement aux besoins des populations. Et oui, pour la page des sports, nous recevons en direct dans ce studio Mahamadou Doumbia. Bonjour Mahamadou. Bonjour Maraison. Alors la deuxième journée du championnat de Ligue 1 professionnel du Mali se poursuit avec 3 rencontres. Oui, US Bougouba reçoit l'AS Korofina à 16h au même moment. US Bougouni contre l'AS Bagardian de Baraoulé. Juste après cette rencontre à 18h, le FC Diara affronte Bika FC et prend fin le mardi entre Étoile du Mandé et Djoliba Assib. Ce sera au Stade Mamadou Konaté à 16h. Le match du Stade Malien de Bamako et AS Real de Bamako est reporté en raison du déplacement de Blanc de Bamako en Angola. Ouverture de ces deuxième journée, ce samedi, le 11 créateurs et AS Police ont fait match nul 0-0. Ce même score nul vierge a sanctionné la rencontre USFAS et l'AFE. Parlons des qualifications pour la CAN des moins de 20 ans 2025. Et 12 nations représenteront leur zone lors de la phase finale. Enfin, en Espagne, le FC Barcelone a célébré ce vendredi son 125e anniversaire. Oui, cette occasion, les félicitations ont afflué de toutes parts.
Parmi ces hommages, celui du Real Madrid a particulièrement attiré l'attention. Oumar Inzan, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité sportive de ces 12 heures. Merci beaucoup Mamadou Doumia pour toutes ces informations sportives. Merci. À 12h passées de 20 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako environ 31 degrés Celsius. La maximale attendue est de 34 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passées de 5 minutes. Ainsi s'achève ce journal qui vous a été présenté par Oumar Inza Traoré. Réalisation Issaadaou Mohamed Konaté. Mise en onde de Adama Diarra numéro 2. Mise en ligne Amadisso. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diarra. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. À 18h, retrouvez Arunaki Adamre pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne de 24h sur 24, la 95.2 à votre service.